Раз, два, три. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Gare de l'Est. Aujourd'hui, nous recevons Bénédicte Stoufflet. Bonjour Bénédicte. Bonjour Maxine. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes étudiante à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, où vous réalisez un master d'anthropologie et vous avez également validé une licence de russe à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Bénédicte, vous êtes à nos côtés aujourd'hui pour nous parler du mémoire sur lequel vous êtes en train de travailler et vous vous intéressez particulièrement à l'écriture de la nostalgie de l'Union soviétique sur les communautés Internet. Donc première question, pourquoi avoir choisi de traiter ce sujet ? Alors déjà parce que je m'intéresse aux questions mémorielles liées à l'URSS et particulièrement aux souvenirs de l'URSS par les gens qui ont connu l'URSS et parce que je pense que les réseaux sociaux sont un médium particulièrement bien adapté pour l'expression d'une certaine nostalgie. Et donc voilà, par curiosité un petit peu, au début, j'ai cherché sur ces réseaux, donc Vkontakte et Одноклассники, pour voir s'il n'existait pas justement des groupes, des communautés de nostalgiques. Et donc justement, vous nous parlez des réseaux sociaux comme Vkontakte et Одноклассники. Et en quoi est-ce qu'ils sont particulièrement un moyen d'exprimer une certaine nostalgie de l'URSS et quel est l'avantage de l'utilisation des réseaux sociaux dans ces cas-là ? Alors déjà simplement pour rappeler ce que c'est Vkontakte et Одноклассники, Vkontakte est grosso modo on peut dire un équivalent de Facebook. En tout cas c'est utilisé de la même manière que Facebook par les personnes russophones. Donc c'est un réseau russe. Qui s'adresse aux Russes, mais pas seulement, aussi aux russophones. La plupart des personnes utilisent à la fois Facebook et Vkontakte. Et Одноклассники, mot à mot, ça veut dire camarade de classe. Bon, c'est un peu copain d'avant, sauf que nous en France ou ailleurs, on l'utilise vraiment pas beaucoup, j'ai l'impression. Alors qu'en Russie, ils l'utilisent énormément. Ouais, voilà, en Russie, c'est vraiment un réseau, encore une fois, un petit peu proche de Vkontakte. C'est un petit peu la même chose. Sauf que il est vrai que quand même la population est un petit peu plus âgée que pour Vkontakte. Mais voilà, je pense que la plupart des Russes ont un compte sur Одноклассники parce qu'en plus c'est pas seulement un réseau de partage de photos, de commentaires, de publications, mais c'est aussi deux plateformes de streaming en fait, Vkontakte et Одноклассники. Donc pour partager la musique. Écouter de la musique, regarder des films, etc. Alors pourquoi c'est particulièrement bien, pourquoi ces deux réseaux sont particulièrement des moyens adaptés pour exprimer une certaine nostalgie de l'URSS, ou de quelle manière s'exprime cette nostalgie sur ces réseaux. Déjà, c'est vrai que les réseaux sociaux, de manière générale, sont quand même de bonnes prothèses mémorielles, c'est-à-dire que, en fait, tout simplement, les réseaux stockent tout. Tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on publie, enfin voilà, c'est vraiment déjà en soi, les réseaux sont des bons moyens de stockage de la mémoire. D'ailleurs, une mémoire qui certainement nous échappe aussi un petit peu, c'est-à-dire que parfois quand on remonte évidemment le fil de notre Facebook, ou voilà, on a oublié qu'on avait publié ça. Donc voilà, donc déjà on voit bien que ces réseaux sont un bon moyen voire un moyen un petit peu pervers de temps en temps de stocker une certaine mémoire. Et ensuite, évidemment, l'intérêt de ces groupes sur ces réseaux, c'est évidemment le partage. Enfin, la première raison pour laquelle je pense ces gens se dirigent vers ces groupes, c'est l'idée de simplement cliquer sur un groupe et dire qu'on y appartient. C'est une activité qui est déjà engageante, même si elle est vraiment minime. Je pense que le fait d'appartenir à un groupe, même si on n'y participe pas beaucoup, de le suivre, c'est déjà un engagement assez... c'est déjà un engagement, en fait. Même s'il n'est pas forcément très réel et même s'il n'a pas forcément des effets sur le social directement. Mais donc, pourquoi ces gens s'inscrivent sur ces groupes et participent et pourquoi c'est particulièrement intéressant de le faire sur les réseaux sociaux. Je pense quand même que, oui, il y a cette idée de partage et d'écho, en fait. C'est-à-dire que les gens qui publient sur ces groupes, qui sont d'ailleurs le plus souvent les administrateurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils postent une série de photos un peu à la pelle comme ça, donc
Parfois, il y a certains groupes, exactement toutes les 2 heures, il y a une photo qui est publiée. Et donc, il y a des commentaires qui sont, qui se souvient de ça, qui avait ça aussi chez lui. Et donc, cet appel, en fait, cette évocation de l'autre, cette adresse à l'autre, je pense, est quand même très importante. Et voilà, ça permet aussi tout simplement, donc ça, c'est aussi une banalité de le dire, mais c'est important de le rappeler, que c'est transnational. Et qu'un réseau social comme Contact et Одноклассники ne s'adresse pas que aux locaux et que ni aux Russes ni aux on n'est plus dans la logique citoyen, on est dans une logique où on a tous appartenu à un moment à ce pays et au-delà des frontières on peut tous se connecter ensemble et parler de ça. Oui, c'est un moyen de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Oui, exactement, ouais, tout à fait. Et justement, quelles sont les différentes formes de nostalgie que vous avez pu remarquer pour l'instant dans l'exploration de ces communautés Internet ? Alors oui, je vais simplement rappeler qu'en fait, les groupes auxquels je m'intéresse s'appellent plus ou moins tous « Je suis né en URSS » ou « Nous sommes nés en URSS ». Et donc c'est vraiment l'idée d'avoir appartenu un jour, même si c'est être né en 1989 par exemple. On a été né en URSS, c'est presque une logique un peu juridique. J'ai le droit de parler puisque je suis né en URSS, même si on n'a pas expérimenté directement le fait d'être né en URSS. C'est ça qui est mis en valeur dans ces groupes. Alors, donc, différents types de nostalgie, ça c'est sûr. On peut dresser une petite typologie. Je dirais qu'il y a déjà une différence, une distinction majeure à faire entre, même si elle peut être un petit peu artificielle parce qu'on se rend compte que les deux sont très liés, une nostalgie intime, de l'ordre de l'expérience, du vécu, c'est-à-dire des gens qui tout simplement sont nostalgiques de leur enfance, sont nostalgiques d'un mode de vie en fait, et c'est là que c'est vrai que sur certains groupes on met beaucoup plus l'accent sur les photos des objets du quotidien par exemple, sur des extraits de films, sur un faisceau d'éléments culturels qui sont rappelés et qui servent en fait à invoquer le souvenir chez ces gens. Donc là on est plus dans déjà un aspect un peu plus individuel, même s'il est forcément collectif, parce que là on parle de partage et que tout le monde a vécu ce genre d'images sont par exemple des images assez télescopées, c'est-à-dire que ça peut être un objet que tout le monde a eu, une casserole ou alors de la nourriture. Il y a beaucoup de photos de nourriture, donc forcément ça rappelle un certain des souvenirs à un certain nombre de personnes. Quand même l'idée que c'est une nostalgie du vécu, de l'expérience, de ce qui a été expérimenté, de ce qui a été vécu. Et de l'autre côté, je dirais qu'il y a aussi un mode un petit peu plus tourné vers le politique, vers le national, voire le nationalisme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tout simplement nostalgiques du régime politique. Il y a une grande iconographie de Staline dans certains des groupes. On voit beaucoup d'images de Staline, on voit parfois des traits... des traits d'humour, c'est souvent de l'humour noir, mais quand même, on est toujours un peu à la frontière. Donc vous nous le disiez, vous avez plutôt travaillé sur des groupes avec des gens qui sont nés en URSS, mais on observe aussi, on le sait, une nostalgie chez des jeunes qui justement n'ont pas connu l'URSS. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe ? Alors, paradoxe il y a, parce que c'est vrai qu'en fait, on associe beaucoup la nostalgie au vécu et au temps. On a l'impression qu'on ne peut être nostalgique que de ses propres événements, mais effectivement, c'est bien de le rappeler qu'on peut être nostalgique de ce qu'on n'a pas vécu. Et là, on est un petit peu plus dans l'idée d'une nostalgie d'un temps idéalisé, vécu par nos parents, par exemple. Donc c'est vrai que on peut, je pense qu'on a tous déjà ressenti ça, on peut ressentir une certaine fascination pour ce qu'on n'a pas vécu, pour le passé de nos parents. Ça peut être, je sais pas, mai 68, ou je pense qu'on a tous un événement comme ça en tête qui suscite une certaine nostalgie. Et c'est vrai qu'en Russie, je me prononcerai pas sur les autres pays, mais en Russie, il y a un certain courant parfois de marketing, simplement de marketing, ou un courant artistique. Voilà, c'est vraiment une histoire à la fois de mode et effectivement, il y a quand même des gens qui sont nostalgiques de l'URSS parce que voilà, le régime en place aussi, Poutine, je pense, suscite clairement un certain souvenir de l'URSS qui est idéalisé complètement. Il faut rappeler que Staline aujourd'hui est présenté dans les ouvrages, dans les manuels scolaires d'histoire comme le héros de la Grande Guerre patriotique, donc comme ce héros
viril, qui a réussi à vaincre le nazisme et qui représente en fait un modèle tout simplement pour ces jeunes Russes qui ont des guerres aussi auxquelles participer en ce moment, hein, l'Ukraine. Et donc effectivement, ça c'est vraiment... je dirais qu'il y a deux choses. Il y a la nostalgie qui est façonnée par la politique mémorielle en place, une certaine nostalgie pour la virilité, une certaine nostalgie pour la solidarité, une certaine nostalgie pour l'authentique, l'originel, mais dans le sens vraiment politique, c'est-à-dire une certaine idée de la nation qui était peut-être sans doute plus... en tout cas, c'est comme ça que ces nostalgiques le voient, plus authentique, c'est-à-dire plus on était tous ensemble. Il ne faut pas oublier qu'une des grandes rhétoriques de l'URSS, c'est l'amitié des peuples. Donc là, je pense que oui, il y a toute une nostalgie pour l'amitié des peuples, mais qui est un petit peu qui à la frontière du nationalisme, dans la mesure où moi, j'ai déjà entendu, par exemple, des jeunes Russes parler de l'Ukraine et du conflit en Ukraine exactement dans à travers ce prisme de l'amitié des peuples, on était tous frères, voilà. Donc ça, c'est vraiment une nostalgie de l'URSS. Il y a aussi cette nostalgie médiatique, dont j'ai parlé tout à l'heure, marketing, un petit peu, voilà, avec toutes ces affiches, tous ces commerces qu'on voit se développer autour de l'image de l'URSS. Donc ça, c'est vraiment aussi un aspect important. Et justement, donc vous nous parlez de cette nostalgie de l'URSS. Est-ce que c'est pas plutôt une nostalgie idéalisée avec une image de l'URSS qui n'est pas finalement ce qu'elle était avant? On pourrait penser à une part de mythe dans cette nostalgie. Oui, tout à fait. Alors là, je parle, je sais pas si tu parles de ceux qui sont nés en URSS ou de ceux qui n'ont pas vécu, de tout en général. Effectivement, bien sûr, la part de mythe est présente, toujours en fait dans la nostalgie. Je pense que c'est un sentiment... C'est pas seulement le cas de l'Union soviétique. Oui, tout à fait. Il y a toujours une part de fantasme dans la nostalgie parce que en fait, voilà, c'est ce que la nostalgie entretient avec le souvenir, parce que déjà le souvenir n'est pas la réalité. C'est quand même un souvenir de ce qui a pu être et de ce dont on croit se souvenir, mais évidemment déjà dans le souvenir il y a quelque chose de fantasmé, alors encore plus dans ce sentiment de la nostalgie qui incorpore très facilement un fantasme du passé. Et donc là pour le cas des nostalgiques de l'URSS, c'est évidemment très présent, parce que prenons l'exemple notamment des objets du quotidien économique, c'est-à-dire par exemple voilà, la vaisselle, enfin l'économie de maison, quoi, c'est ça que je veux dire au sens vraiment presque étymologique du terme. Et bien par exemple, on voit qu'il y a toute une histoire, en fait, c'est une narration, c'est une vraie narration en fait, la nostalgie. C'est peut-être pour ça qu'elle est facilement maniable entre mythe et réalité, hein. Oui. Il y a une vraie narration autour de l'idée d'une pureté économique, originelle. On s'embarrassait de rien, on vivait de briques et de broc. D'ailleurs, il y a beaucoup de publications autour du fait que depuis qu'Internet est là, les jeunes ne peuvent pas comprendre. Voilà, ce qui est déjà assez paradoxal et amusant, c'est qu'ils utilisent justement ce biais d'Internet pour critiquer Internet. Mais donc voilà, il y a tout un récit autour du fait de la solidarité, ça c'est vraiment quelque chose qui est important, du fait qu'on avait besoin de rien, qu'on était quand même heureux comme ça, on n'avait pas besoin de tout ce qu'on a maintenant. Et c'est vrai qu'il faut rappeler que les années 90, 90 pour les Français ont été un véritable trauma pour la grande majorité des Russes, parce que en fait, après la chute de l'URSS, c'est le grand envahissement du libéralisme économique, et c'est vrai qu'il y a toute une phase où voilà, l'adaptation se fait très mal, il y a énormément de magouilles, il y a énormément de... Enfin, les gens sont... C'est une décennie qui est assez compliquée. Et donc, effectivement, il y a cette rhétorique du retour à l'originel, du retour au plus simple, où on s'embarrasse de rien. Donc ça, c'est très important. Mais effectivement, donc pour revenir tout à l'heure sur ce que j'ai dit sur Staline, c'est vrai qu'il y a tout un... Voilà, ça c'est... Alors là, je le fais un petit peu pêle-mêle, hein, mais je fais des grandes distinctions quand même entre évidemment ceux qui sont nostalgiques de petites choses du quotidien et voilà, le cas de Staline qui est beaucoup plus compliqué. Je dis pas du tout que
tous les nostalgiques se ressemblent et tous les nostalgiques de l'URSS ne se ressemblent absolument pas. Mais donc, pour reprendre le cas de Staline, effectivement, on voit bien que c'est totalement mythifié. Et en fait, à travers l'humour, qui est quand même une grille de lecture assez intéressante, j'ai un exemple d'ailleurs devant moi d'une publication qui a été publiée sur un groupe sur Anna Klasniki. Donc ça, c'est un véritable exemple de cet humour noir que ces groupes peuvent déployer. Donc là, par exemple, c'est une photo de Staline avec une légende en dessous qui dit « Pour lutter contre la corruption, Staline aurait ordonné de créer 4 cimetières et non de dépenser tant de milliards de roubles ». Une référence à Poutine, évidemment. Et donc les commentaires. Premier commentaire, donc je traduis du russe, c'est pas forcément parfait, mais fusiller, la meilleure des solutions. Le deuxième, il suffit d'en tuer un, c'est déjà un bon point de départ. Les autres s'agenouilleront et baiseront sa main avec les larmes aux yeux, donc la main de Poutine, j'imagine. Troisième commentaire, mais à qui faire ça ? Il n'y a pas ou plus d'hommes en Russie. Et le quatrième commentaire, crématorium ouvert 24 heures sur 24 avec 3 points d'exclamation. Plus simple, plus rapide, moins cher. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont assez emblématiques. Cet humour, humour noir, alors on ne sait pas très bien si... évidemment là, dans le cas de cette publication, je pense clairement que c'est assez ambigu, parce que bien sûr, il y a en même temps cette dédiabolisation permanente de Staline actuellement en Russie. Donc forcément, ça sert, évidemment, c'est utile, c'est ça aussi qui permet à cette nostalgie, à cet humour noir de se libérer. Mais il y a en même temps, là on peut le rappeler quand même, une certaine forme de libération par la nostalgie, de libération par l'humour, qui est de dire, bah voilà, en fait c'était traumatisant, mais on s'en souvient. Et ça, c'est déjà très important. Et l'humour, à ce niveau-là, est quand même quelque chose d'assez important. Et par exemple, il y a un des groupes qui s'appelle, et j'ai beaucoup de mal à traduire du russe, mais je vais le dire en russe et tu vas m'aider, qui s'appelle Как здорово мы плохо жили. Donc voilà, là, il y a une vraie dichotomie entre le mot здорово et плохо. C'est assez intraduisible en fait. Enfin, moi je trouve que c'est assez intraduisible. On perd forcément un peu le sens quand on traduit, mais ce serait l'idée de c'était cool comme on vivait mal, quoi. C'est moche en français. Donc déjà voilà, rien que ce titre de groupe montre bien que c'est exactement ça en fait. C'est qu'il y a aussi beaucoup d'ambiguïté dans le sentiment de nostalgie. Et que à la fois ça fait sans doute avancer certaines choses. C'est se dire voilà, on sait d'où on vient. Donc voilà, il y a toujours cette idée. Pas de l'héritage forcément, mais voilà, on n'a pas oublié en fait. Enfin, c'est vrai qu'on était comme ça, alors on va avoir tendance à rire des absurdités et des événements noirs même de l'URSS, mais c'est aussi pour dire, voilà, je suis née en URSS, j'oublie pas que je suis née en URSS. Et dernière question, Bénédicte, est-ce que vous pensez que cette forme de nostalgie est aussi un moyen pour la population, et notamment pour les jeunes, de montrer leur mécontentement par rapport au pouvoir actuel de Vladimir Poutine ? Alors oui, ça c'est très intéressant comme question. C'est vrai que j'ai beaucoup souligné le fait que la nostalgie pouvait aller dans le sens de la politique mémorielle de Poutine. Mais c'est vrai qu'il y a quelques contradictions par rapport à ça, parce que certains... Par exemple, sur l'image de Staline, certains commentateurs de ces groupes critiquent directement Poutine en saluant Staline, parce qu'il y a quand même certaines personnes qui sont des fervents fans de Staline et qui critiquent, pas avec humour cette fois, donc très sérieusement, la politique de Poutine, qui est peut-être un peu considérée comme laxiste, pas nationaliste, qui a fait perdre en fait, il ne faut pas oublier que Poutine est l'un des représentants de cette rupture avec l'URSS. Alors, elle n'a vraiment pas été initiée par Poutine, mais il est dans le prolongement de cette politique. Et il est tout simplement le chef de la Russie, qui en fait est l'ex-centre de l'URSS. Donc, ce n'est plus l'URSS. Le pays a changé de nom, évidemment. Donc il y a aussi évidemment cette idée que Poutine, le pouvoir actuel, représente cette chute, cette véritable décadence de l'URSS. Et effectivement, donc la nostalgie de l'URSS. Donc là, encore une fois, j'emprunte un peu le biais extrême du nationalisme, voire une certaine forme
patriotisme assez virulent. On pourrait aussi analyser tout simplement les petites nostalgies du quotidien, parce que effectivement ça aussi je pense que c'est un vrai moteur de remise en cause de certaines politiques, notamment sur tout le libéralisme en fait. Donc ça mais je l'ai un petit peu déjà dit avec l'idée de la nostalgie de l'authentique économique, etc. Mais voilà, pour revenir sur Poutine et Staline, je pense que pour certains nostalgiques de Staline, Poutine est un peu vu comme un mec un peu faible, quoi, un mec un peu voilà, avec peu d'énergie, qui laisse peut-être passer trop de choses, pas assez, en gros, j'aimerais utiliser des mots un peu plus vulgaires, mais qui est pas assez fort pour récupérer l'Ukraine, quoi. Voilà, il y a vraiment cette idée de manque de fermeté. Exactement, de la part de Poutine. exactement. Puis de toute façon, quand on voit dans les groupes que vous étudiez des phrases comme Ranche była lepsze, donc c'était mieux avant, on a du mal à hésiter et à se poser des questions sur la critique du pouvoir actuel qui est plutôt très, très claire avec des phrases comme celle-ci. Notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup Bénédicte d'avoir été avec nous aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux arrêts Gare de l'Est.